Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce supplément de Tech Café que nous enregistrons fin mai 2024. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve bien évidemment Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu? Ah ben moi ça va bien, mais là je suis là pour je suis sur le siège arrière là, hein, attention. Oh. Tu es en copilote plutôt, Guillaume. Non, J'aime bien voir ça c'est comme pas ça, du en tout, pas du copilote. tout. Il y a les deux adultes à l'avant, puis moi je suis à l'arrière, et puis je demande quand est-ce qu'on mange et quand est-ce qu'on s'arrête, voilà tout ça. Hein. Ah, très bien. Oui, tu vas vraiment jouer ton rôle d'enfant jusqu'au bout. Alors, les enfants disent souvent quand est-ce qu'on arrive, donc je te laisse le glisser au fur et à mesure de notre échange. Parce qu'évidemment, nous sommes accompagnés pour cet épisode, vous l'avez vu en titre, d'une personne qu'on a déjà eu la chance d'avoir dans Tech Café. J'ai même pas regardé quand, mais il y a de ça maintenant quelques années. On a le grand plaisir de le retrouver. C'est Luc Julia. Salut Luc, comment vas-tu? Ça va très bien, bonjour les Guillaume, ça va très très bien, merci. Merci à toi de répondre présent une nouvelle fois à cette session d'enregistrement et puis un peu de questions-réponses. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que pour la petite anecdote pour nos auditeurs, la dernière fois qu'on a enregistré ensemble, on avait parlé évidemment de ton passé, de tes aspirations, de tes passions. On avait pris note de tes critiques et aussi de tes points positifs, notamment au sujet du podcast. Et entre-temps, il s'est passé quelque chose d'important. On doit vraiment être transparent pour les auditeurs. C'est qu'on s'est rencontrés en vrai. Alors, ce qui est assez fou, c'est que tu as rencontré en vrai Guillaume Poggiaspala. Tu as eu l'occasion de me rencontrer également. Donc, on a eu l'occasion d'échanger en one-to-one. Mais Guillaume et moi, on ne s'est jamais vu en vrai. Alors, j'ai des souvenirs d'avoir vu Guillaume Poggiaspala par webcam interposé, mais pas en vrai. Et voilà, c'est assez rare peut-être pour le signer, ou assez bizarre selon Tu fais certains. le lien. Oui, c'est ça, quelque part, tu es le lien. Et puis, tu es le lien aussi, parce que tu écoutes Tech Café régulièrement et que tu nous soutiens. Donc, évidemment, merci beaucoup à toi pour ce soutien. Alors, on va pas repasser par une phase de présentation ensemble. Ça, on va plutôt mettre le lien vers le précédent échange qu'on avait eu ensemble pour les auditeurs qui n'auraient pas eu l'occasion de l'écouter. Mais on s'est redit avec Guillaume, ce serait quand même pas mal de rééchanger avec toi parce que depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, à l'époque on parlait d'un livre que tu avais écrit dont le titre résonne peut-être un petit peu différemment aujourd'hui ou pas, on va voir ensemble. L'intelligence artificielle n'existe pas. Et depuis, évidemment, il y a des choses qui sont passées, c'est que le contenu éditorial de Tech Café a été un petit peu bouleversé puisque désormais on parle beaucoup moins, on fait encore un petit peu de smartphones, de réseaux sociaux, d'autres dispositifs légaux, on en parle encore beaucoup, mais on parle aussi beaucoup, comme tout le monde je pense, d'intelligence artificielle. Luc, première question, comme ça de brûle pour point, je te jette dans la marmite tout de suite. Est-ce que ta vision du rôle de l'intelligence artificielle dans notre société au global a pu évoluer au fil de ces dernières années? Absolument pas. Donc Voilà, c'est fin de l'épisode. toujours, non, mais c'est toujours pareil dans le sens où pour moi j'en ai un peu marre d'entendre révolution, révolution, révolution. Donc l'intelligence artificielle, celle dont les gens rêvent quand ils parlent de l'intelligence artificielle, cette intelligence artificielle de Hollywood, celle-là, je suis désolé, elle n'existe toujours pas et elle n'existera pas. Donc ça n'a pas changé. Par contre, ce qui a été très intéressant dans les 2 dernières années, c'est de voir qu'il y a 2 nouvelles intelligences artificielles qui sont arrivées, très intéressantes. Évidemment, on parle des intelligences artificielles génératives. Elles font des trucs fabuleux. Ce sont des outils fabuleux. Ce sont aussi des outils excessivement dangereux si on fait pas attention, si on comprend pas comment il faut les utiliser. Mais c'est pas une révolution. Donc, c'est pas tout à fait ce que je dis en général quand je parle de ça. C'est pas une révolution, disons, mathématique ou une révolution purement technologique. Mais par contre, c'est une révolution d'usage. Ça, c'est clair. Quand tu as un outil que 100 millions de personnes vont utiliser en 2 mois, bon, ouais, c'est effectivement quelque chose d'assez extraordinaire. Donc c'est définitivement une révolution d'usage. C'est pas une révolution technologique. C'est une évolution technologique et on voit, comme dans toutes les IA précédentes, parce qu'il faut quand même rappeler que les IA existent depuis 1956. Comme toutes les IA précédentes, on commence par s'exciter, et surtout dans la Silicon Valley, et moi le premier. On commence par s'exciter en disant ce truc-là est fabuleux, ça va faire papa, maman, la cuisine, etc. Et puis après, on se rend compte que ça peut pas tout faire, que on va prendre des tranches, et c'est dans ces tranches, il va y avoir encore une fois des applications fantastiques, mais ce ne sont que des tranches finalement.
et le lien qui permettrait de faire en sorte que on fasse toutes les tranches de ce qu'un cerveau puisse faire, eh ben ça c'est toujours pas possible et ça sera toujours pas possible. Bon, comme ça, tu douches un peu les ardeurs des uns et des autres. Guillaume, est-ce que tu es en phase avec cette vision comme ça, très, très, j'allais dire conservatrice, mais il n'y a rien de péjoratif dans mon analyse. Bon, oui, oui, parce que le jeu, c'est de dire non, je suis pas d'accord, puis qu'il y a un clash, le clash. Non, mais bien sûr, ça nous apporterait des vues, des audiences. Non, mais pas du tout. Enfin, disons que le truc, c'est qu'effectivement, l'intelligence artificielle, c'est un vieux domaine qui a eu une évolution graduelle aussi, qu'on voit pas forcément comme ça dans le grand public, parce que il y a effectivement des marqueurs. Bon, ChatGPT, ça a été un marqueur, Stable Diffusion, ça a été un grand marqueur aussi. Il y a mais tout ça, effectivement, c'est fabriqué sur des recherches qui s'améliorent de manière incrémentale, comme ça. Là, il y a quand même une explosion des usages qu'on n'avait pas forcément anticipés. Moi, franchement, enfin, j'en témoigne, vraiment. Si on m'avait dit il y a 5 ans que il y aurait un truc comme Stable Diffusion, comme Udio, comme Suno ou comme ChatGPT, j'aurais sans doute, enfin, tu vois, j'aurais sans doute pas cru, quoi. Je me serais sans doute dit non, mais c'est de la science-fiction et tout ça, tu vois. Donc, il y a quand même cette surprise-là. Enfin, moi, en tout cas, je reste toujours surpris de voir arriver ces choses que je pensais pas possibles il y a 10 ans, il y a 5 ans même, sans doute, et la vitesse à laquelle ça va. Pareil, Luc, de ton côté, si on prend du recul quand on avait enregistré ensemble, est-ce que tu pouvais imaginer que ça avancerait aussi vite jusqu'à 2024, mais peut-être qu'on est sur une lancée, parce qu'il n'y a pas de révolution, mais quand même les choses s'accélèrent. Tu partages un peu ce sentiment quand même? Oui, ça va vite. Comme j'ai dit, les outils sont fabuleux. Il y a des choses extraordinaires qui sont possibles à faire maintenant avec ces outils. Si on relit un peu ce bouquin dont on parlait, qui date de 2019, enfin, qui a été écrit en 2018, je parlais déjà des IA génératives, parce que dans le milieu de l'IA, ces IA génératives datent de 2017-2018, donc c'était déjà, si tu veux, dans les cartons. La réalité, c'est qu'on n'avait pas encore les applications, on n'avait pas encore toutes les données, on n'avait pas encore la capacité de calcul. Donc, c'était quelque chose qui avait l'air intéressant, ce qui s'appelle les transformers ou les LLM. Donc, ça avait l'air d'être quelque chose qui allait aller quelque part. On savait pas trop où encore. Mais effectivement, après, bon, depuis ce temps-là, et spécifiquement à l'été 2022, quand on a vu arriver Midjourney, quand on a vu arriver après un peu plus tard ChatGPT en novembre 2022, bah là, effectivement, on a compris que des usages allaient être complètement, encore une fois, révolutionnés là, grâce à ces outils-là. Mais on a aussi compris, et je vous entends souvent le dire, et même si j'entends très bien aussi Guillaume souvent dire que il s'attendait pas à ça et qu'il fait des choses fantastiques. Je vous entends aussi bien dire, comme tout le monde, tous les gens qui l'utilisent, que il faut faire aussi attention parce que ces hallucinations, elles existent, ces erreurs, elles existent, et elles sont inhérentes à la façon dont l'outil est créé. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, que il faut pas les utiliser, ces trucs-là. Ça veut dire simplement qu'il faut comprendre quelles sont leurs limites pour les utiliser correctement. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, cette explosion incroyable d'investissement dans les capacités de calcul pour l'IA? Enfin, on a encore vu là dernièrement Microsoft qui disait voilà, nous on avait un requin pour GPT-3, on a un orque pour GPT-4, on a une baleine pour GPT-5, et encore, il y a un Stargate qui arrive. Enfin, c'est délirant, hein. L'échelle des investissements et des trucs, c'est délirant, quoi. C'est délirant, et là, ça m'inquiète franchement. Enfin, vous connaissez ma position sur le numérique et la position, la façon dont le numérique utilise trop d'électricité et potentiellement pète notre planète. D'accord? Donc, moi, j'ai un gros problème sur la façon dont ces data centers ont besoin maintenant. Quand on entend Microsoft qui dit qu'ils vont installer des mini centrales nucléaires à côté de leur data center, ça m'inquiète. Je peux pas dire le contraire. Qu'un opérateur privé potentiellement commence à opérer des centrales nucléaires, je pense pas que ce soit une bonne idée. Mais pas tellement cette chose-là, mais le fait que ça prenne tellement d'électricité. Et pourquoi? Si tu veux, ce qui m'inquiète, c'est que quand les technologies sont trop faciles d'accès. Encore une fois, quand je parle de révolution d'usage, c'est une révolution de l'accessibilité à travers ce prompt. Le fait que ce soit si facile à utiliser, ça veut dire que tout le monde l'utilise et de plus en plus de gens l'utilisent. Et donc ça veut dire que on l'utilise pas forcément non plus à bon escient. Donc et quand on connaît les modèles qui sont derrière, et vous l'avez aussi dit plusieurs fois,
le problème de ces IA génératives, c'est que elles utilisent aussi beaucoup d'électricité au moment de l'inférence, c'est-à-dire au moment où on les utilise. Et donc, c'est effectivement une explosion de la capacité de calcul et donc de l'énergie nécessaire pour faire tourner ces machins-là. Alors qu'il y a certaines choses qu'on pourrait faire sans sortir le bazooka en quelque sorte, parce que c'est quand même des bazookas les machins. Et donc moi c'est ça qui m'inquiète moi. Donc l'investissement lui-même, évidemment il faut énormément d'argent pour pouvoir créer ces serveurs, ces fermes de serveurs, potentiellement des nouvelles puces, etc., etc. Donc c'est pas étonnant, mais j'aimerais de temps en temps qu'on s'arrête un peu, qu'on regarde dans la course, qu'on se demande si on utilise correctement l'énergie qui nous reste, parce que bah, la planète est finie quand même. Hein. C'est ça, on avait ces conversations, Guillaume, il y a ouais, on va dire 2 ans, 3 ans, sur la blockchain et sur la crypto, etc. On disait, bah, faut faire gaffe quand même. La crypto, c'est quand même débile quand on réfléchit bien à son poids économique contre son poids de consommation énergétique. Donc, bah, là, il faudrait qu'on ait un peu la même réflexion et se dire, bah, faisons attention. Il y a des choses qu'on pourrait faire certainement avec des choses beaucoup plus frugales et de créer ces systèmes qui seraient plus frugaux et plus économes de la planète, quoi. Très dernier, enfin pour illustrer, pour achever d'illustrer ce sujet, très récemment, on a les fonctionnalités Recall de Microsoft, enfin qui a été présenté pour Windows. On rappelle pour les auditeurs qui n'ont peut-être pas suivi les derniers épisodes, mais c'est le fait d'enregistrer à période très fréquente ce qui se passe sur notre écran et d'avoir une intelligence artificielle en local qui digère les informations et qui arrive à nous restituer des réponses si jamais on interroge, voilà, enfin quand est-ce que je suis allé naviguer sur tel site pour voir telle jupe de telle couleur. Bon, enfin, on peut imaginer plein de cas d'usage. Franchement, quand on se place au niveau de l'utilisateur final, et si on fait complètement abstraction des ressources induites, on se dit, bah, quelque part, c'est cool, ça m'offre plus de contrôle. Guillaume a apporté beaucoup de réserves dans la lignée de ce qu'apportent comme alerte les experts en cybersécurité sur les risques induits. Donc ça, c'est vraiment des risques d'usage finaux. Mais est-ce que ça, par exemple, c'est un cas d'usage qui, selon toi, déborde beaucoup trop? C'est presque une question rhétorique, je le crains, qui déborde beaucoup trop au niveau de la consommation, Luc, par rapport à ce que ça amène. Même chose d'ailleurs pour les résultats du moteur de recherche Google aux États-Unis. Maintenant, les Google Overviews là, qui se répandent. Ouais. Alors, je vais pas juger, si tu veux, ce qui est bien, ce qui est pas bien, a priori comme ça, si tu veux. Et je vais dire, ça va dépendre des gens. Je voudrais juste que les gens soient conscients des choses et donc en conscience qu'ils utilisent ces IA de la manière qu'ils pensent qu'ils sont les plus adéquates. Je vais pas vous faire un cours de décroissance. Je vais pas vous dire, les gars, il faut arrêter, il faut aller en arrière. On arrive à un point de non-retour. C'est pas ce que je vais dire, et je vais pas vous dire ce que tu fais, c'est pas bien. Tu vois, donc, mais je voudrais simplement que je me demande, moi, je me pose la question, comme certaines personnes se posent des questions aujourd'hui sur leur alimentation, eh ben, qu'on se pose aussi des questions sur notre alimentation numérique. Donc, quelles sont les choses dont on a vraiment besoin et qu'on doit vraiment faire? Et donc, bah, si vraiment j'ai besoin d'avoir le machin qui va me dire que je veux retrouver ma jupe rouge d'il y a 15 jours, bon, bah, pourquoi pas, si tu veux. Moi, j'en ai pas besoin, donc je voudrais pouvoir le désactiver. Mais si vraiment quelqu'un ne peut pas vivre sans ça, ça m'est égal. Mais je veux juste qu'il se pose des questions. Ouais, c'est intéressant parce que ça soulève quelque part aussi la question de la standardisation des usages. Et effectivement, on a quand même appris avec le temps que tout le monde n'a pas les mêmes besoins, qu'un outil qui convient bien à quelqu'un convient pas forcément à quelqu'un d'autre, et d'où l'intérêt d'ailleurs d'avoir une variété des services mis à disposition. Exactement. Dans la famille des c'est bien, c'est pas bien, on va quand même essayer de te prendre à partie, Luc. Et je sais que c'est un sujet sur lequel tu as parfois matière à relayer des regards, parfois critiques. C'est sur l'orientation de la régulation sur les sujets de l'intelligence artificielle. On a des régulateurs, je ne vais pas dire tous évidemment, mais qui commencent à s'emparer du sujet.
plus en amont d'ailleurs que ce qu'on a commencé que ce qu'on a vu par le passé avec notamment la mise en application du DSA, du DMA ou par le passé de la RGPD. Est-ce que selon toi, le régulateur a raison de prendre les choses aussi vite? Ça témoignerait quand même qu'ils ont appris du passé et qu'il faut ne pas attendre que des situations dérivent trop pour essayer d'apporter un regard pour la société, justement d'encadrer ses usages. Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce qu'ils le font au bon moment? C'est quoi ton sentiment là-dessus? Alors moi, je pense qu'il y a un problème de méthode. Je suis pro-régulation, pour être très très clair. Je suis pro-régulation dans le sens où, étant donné, et je le répète souvent, que ces IA ont potentiellement des usages qui sont dangereux, il faut juste qu'on comprenne. Donc déjà, je pense que la régulation, quelque part, a vertu éducative. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une règle qui est mise en place, certaines personnes vont se demander pourquoi. Et donc ça peut éduquer des gens de se dire, ah bah tiens, ça c'est en place parce que effectivement, je peux faire des bêtises avec. Donc, pour ça, la régulation est intéressante. Dans le cas particulier dont on parle ici, et dans le cas de l'IA et l'IA générative, et donc ce qui s'est passé avec l'IA Act de Bruxelles, j'imagine que c'est vers là qu'on va aller. Le problème, c'est que là, effectivement, je pense qu'on a été un peu vite en besogne, parce qu'on avait l'impression qu'il fallait absolument, avec cette nouvelle IA qui arrivait il y a 2 ans et demi, on se disait, mais il faut absolument maintenant faire quelque chose et on va se dépêcher de pondre quelque chose. Et quand je dis qu'il y a un problème de méthode, je pense que en fait, il faudrait qu'on soit au niveau du régulateur beaucoup plus réactif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un problème si on essaye de réguler, si on essaye de mettre des carcans autour de technologies. C'est le Guillaume du montage qui prend la parole là, et ça vous donne l'impression que je coupe la parole à Luc Julia. Et en fait, on a eu un petit souci d'enregistrement. On a testé un nouvel outil pour enregistrer cette interview qui s'est avéré être très décevant parce que au bout de tout cet enregistrement, il y a eu un message d'erreur disant qu'il n'arrivait pas à enregistrer juste une de nos 3 pistes. Donc on a utilisé des outils un peu plus traditionnels qu'on a l'habitude d'utiliser pour Tech Café. Alors le temps de caler les quelques problèmes techniques, Luc Julia et Guillaume Poliaspala ont continué à échanger, évidemment sur le sujet de la régulation. La discussion a assez vite basculé sur le caractère open source des développements et donc la conversation a repris. On revient après une petite pause technique alors on va faire de la mauvaise pub, mais pour Riverside que j'ai voulu tester pour enregistrer notre session de conversation avec Luc. Et l'outil a planté en cours de route, voilà, en me disant que on n'arrivait pas à enregistrer toutes les pistes. Donc, on revient à nos méthodes d'enregistrement traditionnelles avec Skype. C'est donc bel et bien dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Tu parlais en réponse à ma question, Luc, de la régulation et tu nous disais évidemment que le souci était plutôt dans la méthode et qu'on était allé un petit peu vite en besogne sur la mise en place des éléments de régulation là-dessus. Tu voulais réagir, toi justement, Guillaume, notamment en prenant en prenant en compte le caractère open source des développements? Oui, bah, disons que c'est vrai que moi, oui, moi je suis aussi pro-régulation à titre personnel, et puis bon, c'est vrai que de toute façon, la réactivité, quand ça va aussi vite que ça, je pense qu'effectivement c'est assez nécessaire, et c'est pas du tout évident. Et c'est vrai que moi bon, vous le savez, hein, j'ai à cœur l'IA open source, et voilà, les modèles open source, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et que je pense vraiment nécessaire pour évidemment faire face à une trop grande monopolisation de ces nouveaux logiciels et de ces nouveaux outils qui se généralisent par les grandes boîtes. Donc pour moi, c'est extrêmement important. Et c'est vrai que oui, la question, ce serait, je sais pas, quelle serait ta position, Luc, vis-à-vis de ça, sachant que les dernières tendances montrent que forcément, on ne pourra pas avoir à la fois des IA open source dont on peut garantir qu'ils seront d'une sécurité totale ou quoi que ce soit. Et en plus, bon, voilà, comme on disait, ce sont des trucs open, qui sont pas vraiment open source, puisqu'ils sont plutôt open weight, et dont on contrôle pas tout. Donc, je sais pas, quelle est ta vision, toi, de l'open source dans l'IA? Bah, la vision, bon, déjà, c'est open, ça veut bien dire ça veut pas dire ce que ça veut dire, hein, d'accord? Donc, c'est pas open source ne veut pas dire que je vais pouvoir vérifier toutes les données qui sont utilisées. Open source ne veut pas dire que je vais pouvoir utiliser tous les algorithmes qui sont utilisés. Donc, les systèmes sont tellement complexes qu'on va pas pouvoir vérifier tout dans les modèles open source. Ceci dit,
je suis complètement d'accord avec toi quand on dit que ces open source, ils vont potentiellement être en fait complètement biaisés par ceux qui les publient. Donc, je ne vais avoir strictement aucun contrôle. Mais je vais pouvoir potentiellement faire réutiliser des morceaux, on va dire, pour pouvoir créer, pour pouvoir travailler sur des systèmes que je vais pouvoir moi-même modifier et moi-même biaiser d'ailleurs. De la façon dont j'ai envie. Donc, il y a quand même un avantage de l'open source qui serait l'avantage d'un apprentissage en quelque sorte sur pour une meilleure compréhension des méthodes, par exemple. Donc, moi, je suis pro open source dans le sens où je pense que c'est très bien pour comprendre et pour s'éduquer et pour faire ça, mais il faut faire super attention, effectivement, de ne pas mettre une relation bijective entre open source et gentil. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, est-ce en France, on est plutôt pas mal placé en réalité, on a Mistral, on a eu donc la fondation QTI qui s'est faite, qui s'est formée il y a pas très très longtemps, et Mistral donc qui continue à d'ailleurs faire donc des modèles commerciaux et puis aussi des modèles open source. Ils viennent d'ailleurs de sortir CodeStral, qui est un des meilleurs modèles de code open source qu'on puisse trouver. Qu'est-ce que tu penses de la position de la France, toi, vis-à-vis de ça? Bah, en général, philosophiquement, nous, plutôt pro open source depuis très longtemps. Je veux dire, en France, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que les Xavier Niel, les gens de Mistral, ils poussent là-dessus. Et quand on entend parler aussi Yann Lequin, il est définitivement Totalement, un ouais. pro open source. Et je pense que lui, à l'intérieur de Meta, si tu veux, il pousse aussi pour l'open source. Maintenant, est-ce que l'open source de Meta est l'open source idéal de Yann? J'en sais rien. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, en France, on est complètement à la pointe de ces idées open source. Et je dois dire que je ferais beaucoup plus confiance et je fais beaucoup plus confiance en un open source français qu'en un open source chinois. Oui, c'est vrai que parce que oui, il faut aussi mentionner qu'il y a beaucoup de boîtes chinoises qui font des modèles open source qui sont très très bons en fait. Et on peut citer Yi par exemple ou Qwen, ou les modèles d'ailleurs Code Qwen qui sont aussi très bons. Mais effectivement, ils sont chinois et comme on n'a pas en plus les données d'entraînement, on sait pas exactement ce à quoi ils vont répondre à quelle question. Donc c'est vrai que ça pose question, clairement. Ouais, je peux te donner une réponse rapide sur les réponses des modèles chinois. Je pense qu'ils sont d'accord avec Monsieur Xi. Oui. Il faut que j'essaye. Guillaume a parlé d'ailleurs hein, du chat GPT de Xi Jinping. D'ailleurs, voilà, ça avance aussi du côté de la Chine. Luc, j'avais prévu une question pour t'interpeller sur l'AGI. Je ne suis pas certain que ce soit clairement pertinent parce que j'ai l'impression que tu as démonté le sujet en intro, ou plutôt tu as clarifié déjà ta position sur le sujet. Donc, je pense qu'on s'attarderait à te faire répéter. Par contre, j'ai eu l'idée d'un petit jeu pour préparer cette interview. Je me suis dit, tiens, ce serait rigolo de demander à ChatGPT quelle question pertinente il pourrait poser à quelqu'un qui a un peu de bouteille dans l'intelligence artificielle. Alors, je vais te retranscrire la question de ChatGPT et puis après, tu vas voir qu'il y a eu un regard bienveillant de Guillaume Poggiaspala qui a rendu ça pertinent. Donc, je te pose quand même la question telle que ChatGPT l'a proposée. Les modèles d'intelligence artificielle actuels, tels que les grands modèles de langage, montrent une capacité impressionnante à comprendre et à générer du texte. Cependant, ils sont souvent critiqués pour leur manque de compréhension contextuelle profonde et leur incapacité à saisir les nuances humaines. Selon vous, quelles sont les approches ou innovations prometteuses qui pourraient permettre aux futurs systèmes d'IA de mieux comprendre et interpréter le contexte et les nuances culturelles et émotionnelles dans les interactions humaines? Bon, Guillaume m'a très poliment expliqué que la question était un peu naze, mais il a réussi à la rendre un petit peu plus pertinente en dérivant des sous-questions. Est-ce que tu as un regard sur l'avenir, toi, des modèles de langage et leur architecture induite, peut-être à l'échelle des années à venir? Et bon, c'est toujours difficile de jouer au jeu de la boule de cristal, mais bon. Ouais, je suis pas Madame Irma, c'est sûr, mais là, ce qui est rigolo dans la question posée, c'est qu'elle va dans tous les sens. Oui, Hein, donc, avec des... oui, n'importe quoi, donc tu as à boire et à Exactement. manger. Hein. Mais
ce qui est important, et je crois qu'il y a des mots-clés quand même, évidemment, là-dedans. Et les mots-clés importants, c'est les notions culturelles, hein, parce on a des problèmes dans ces IA aujourd'hui quand même. La plupart de ces IA, elles penchent quand même beaucoup, beaucoup du côté, on va dire, de la Silicon Valley. Mmh. D'accord? Donc aujourd'hui, le fait que ces IA, globalement toutes, te répondent à la question, quand tu te demandes qui a inventé l'aviation, ils te répondent tous que c'est les frères Wright. Mmh. Si tu veux, moi, ça m'emmerde profondément. On sait tous ici dans ce studio que celui qui a inventé l'aviation, c'est Clément Ader en 1890. Bref, donc si tu veux, il y a déjà, il faudrait pouvoir avoir des systèmes d'entraînement, enfin des données, des sets d'entraînement, comment on dit, des ensembles d'entraînement qui soient culturellement un peu biaisés, dans le sens où qu'on ait chacun nos identités. Donc ça serait quand même assez rigolo et beaucoup plus intéressant. Alors évidemment, on va certainement, nous, avoir en Europe, parce qu'on a des capacités de calcul qui vont se développer encore plus, etc. Donc on aura des IA régionales, on va dire, qui vont pouvoir représenter certaines de ces cultures, on va dire. Mais je suis inquiet, tu vois, pour l'Afrique, je suis inquiet pour d'autres pays du monde, d'autres régions du monde qui vont pas forcément avoir les capacités de créer ces IA. Et du coup, on va avoir une sorte de planification, de platitude totale des réponses, parce que les différences culturelles apparaîtront pas. Donc ça, je pense que c'est quelque chose à regarder et c'est quelque chose à pousser. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, mon inquiétude principale, elle vient quand même du fait que ces modèles, hein, les large language models, sont pas du tout frugaux. Donc de plus en plus maintenant, on parle des SLM, les small language models, hein, qui vont être toujours assez intéressants au point de vue purement interaction, mais qui vont être beaucoup plus spécialisés dans les domaines qu'ils peuvent traiter. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Mais si on va un peu plus loin, et je pense que, comme Yann Lequin d'ailleurs le dit souvent aussi, je pense que les LLM, les SLM, enfin tous les langages modèles en fait vont mourir de leur belle mort bientôt, en fait, parce que à cause de cette comment voracité énergétique. Et donc je pense qu'on devrait travailler plus sur ce qu'on appelle l'hybridation. Et à donc avoir des systèmes hybrides, se rappeler un peu du passé, hein, parce qu'on avait finalement dans le passé des systèmes pour des problèmes particuliers qui marchaient plutôt pas mal. Et donc se rappeler un peu du passé et aller hybrider ça avec des nouvelles méthodes qui, elles, nous permettent de faire des choses fantastiques dont on a déjà parlé. Et donc, si on arrive à faire en sorte de réconcilier en quelque sorte la logique avec la statistique, globalement, je pense que ça serait un endroit assez intéressant pour le futur de ces IA. Il y a, du coup, c'est vrai que cette hybridation, c'est vrai que c'est une piste de recherche intéressante. Bon, on peut dire qu'avec GPT-4o, si tu veux, on n'est pas vraiment dans la frugalité. On est même plutôt voilà, puisque O, c'est comme omnimodalité, donc ça veut dire qu'il traite toutes les modalités à la fois, donc ça veut dire qu'il traite des quantités de données qui sont beaucoup plus importantes, hein, puisqu'en fait, il prend la vidéo, il prend l'audio, il en fait des tokens, il en fait énormément de tokens qu'il traite très, 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 très rapidement. Est-ce que tu penses que on est toujours dans du large language model quand on prend un modèle qui est, entre guillemets, massivement multimodal comme ça? Est-ce que tu penses qu'on est déjà un petit peu au-dessus? Est-ce que tu penses que ça peut changer les choses par rapport à... Parce qu'évidemment, on parle toujours tu vois, de world model, on parle de chemin vers l'AGI, etc. Bon, est-ce que tu penses que la multimodalité va apporter vraiment quelque chose de qualitativement très différent ou pas du tout? Alors moi, tu vois, ma thèse était sur la multimodalité. Donc, évidemment, je crois que la multimodalité dans tout ce qui va être communication en machine, et donc en l'occurrence utilisation des machines par l'homme, et créer des assistants qui vont pouvoir nous comprendre mieux et donc réaliser des tâches d'une manière beaucoup plus efficace, il est évident que la multimodalité va aider et devrait aider. Alors, comme je te dis, ma thèse, elle date quand même des années, fin des années 80, hein, donc ça date pas d'hier. Et les méthodes effectivement utilisées aujourd'hui, donc sont ces méthodes statistiques et les LLM. Donc, language model, ça veut plus rien dire là dans ces cas-là, évidemment, mais c'est toujours du langage, que ce soit du langage visuel ou du langage audio, c'est toujours du langage de toute façon. Et c'est sûr que on va pas dans la frugalité quand on va utiliser ça. Ceci dit, c'est
évidemment un endroit vers lequel on devrait aller, mais c'est pas forcément ces modèles ces langages modèles qui vont nous permettre de le faire efficacement. Parce que là, effectivement, il nous faut des capacités de calcul absolument extraordinaires et certainement beaucoup trop importantes pour pouvoir le déployer à l'échelle. Si tu veux, j'ai une peur quand même assez grande quand je vois que si j'avais à déployer, alors je ne parle pas de 4O, mais je parle de 4.0, mais si j'avais à répondre à autant de questions de Google avec un ChatGPT 4.0 aujourd'hui, on n'a pas assez de capacité de calcul dans le monde, tout de suite. D'accord? Donc, c'est quand même un tout petit peu embêtant. Donc maintenant, tu rajoutes la multimodalité avec ça, donc tu mets 4 O là-dessus, c'est exponentiel le machin. Et donc c'est pas viable. Enfin, je veux dire, c'est pas scalable, on peut pas passer à l'échelle. Donc il faut faire super attention. Ceci dit, encore une fois, la multimodalité, oui, c'est une solution pour pouvoir avoir des assistants qui vont être beaucoup plus performants et qui vont pouvoir marcher tout simplement. De là à aller jusqu'à l'AGI, bon, c'est encore un autre problème. Je peux pas m'empêcher de poser la petite question. C'est au cas où tu verrais passer aussi les nouvelles architectures candidates qui sont là pour essayer de remplacer un petit peu les Transformers. Je pense à Mamba, Jamba ou Vigepa, hein, qui est le chouchou de Yann Lequin. Est-ce que toi, tu as une petite favorite ou quelque chose qui t'interpelle plus qu'une autre? Non, moi, enfin bon, c'est compliqué. Encore une fois, si tu veux, il y a plein de choses qui sont quand même dans la prospective aujourd'hui, hein. On est encore dans les balbutiements de ces nouvelles architectures. On ne sait pas exactement où elles vont aller. Bon, j'ai pas de favori dans le sens où je vais plutôt me mettre sur le côté là et compter les points. Mais bon, je suis par contre assez sûr, encore une fois, comme Yann, que on va devoir changer d'architecture, on va devoir changer. Ces LLM ne sont pas viables. Ne serait-ce que pour des raisons de consommation énergétique, comme tu le laisses entreapercevoir depuis le début, bien évidemment. Je voulais t'interpeller sur un point un peu récent, alors moi que je trouve toujours aussi captivant, même s'il y a quelque chose qui fondamentalement me dépasse. C'est Guillaume qui partageait dans l'épisode de la semaine dernière, de cette semaine, plutôt, oui, de la semaine dernière au moment où vous écoutez cet épisode, les travaux d'Anthropic qui mettent un peu en lumière l'organisation des neurones, des couches centrales de leur modèle, de Claude Sonnet. Et ça, voilà, ça laissait, je pense que tu as vu ce qui a été pas mal relayé dans l'actualité sur le fait qu'on pouvait faire en sorte qu'ils se prennent vraiment pour le Golden Bridge dans les réponses selon comment on l'orientait. Est-ce que c'est quelque chose que tu suis, toi? Est-ce que c'est quelque chose qui toi aussi t'interpelle, le fait qu'on ait ce champ de la recherche sur les intelligences artificielles et Ouais, que l'interprétabilité, quoi, c'est ça. l'interprétabilité, effectivement. Ouais. Alors moi, j'ai toujours un peu de mal à croire et à faire croire que les IA, quelles qu'elles soient proches des mécanismes de notre cerveau Ah, en général. ok. D'accord? Parce que depuis la nuit des temps, on essaye de le dire, hein, parce que quand on a appelé ça réseau de neurones, quand on a appelé ça tout ça, ça n'a en fait strictement rien à voir. Le truc, c'est le mensonge de départ, on va dire, il vient du fait que déjà, on ne veut pas réaliser qu'on ne connaît pas notre cerveau. D'accord? La vérité, c'est qu'on ne connaît pas. Si on pose des questions aux gens qui vraiment étudient le cerveau depuis, je dirais, la nuit des temps, aujourd'hui, ils vont nous dire qu'on connaît entre 20 et 40% du cerveau. Donc, si je suis en train d'imiter quelque chose dont je connais que entre 20 et 40% du fonctionnement, comment veux-tu que je l'imite correctement? D'accord? Donc, déjà, il faudrait arrêter d'essayer de matcher tout le temps ces intelligences artificielles, ces méthodes d'intelligence artificielle avec nous, avec ce que nous on fait. Donc, les interprétations qu'on fait, les sentiments, les machins, les trucs, tous les machins qui sont, pour moi, inexplicables dans notre capacité à raisonner, etc. Donc, à partir de ce moment-là, si tu veux, j'essaye pas, je vois même pas pourquoi on essaierait de faire ça. Pour moi, ça ne sert strictement à rien. Donc, on peut toujours après faire des raccourcis en disant ah ça ressemble à ça, ça pourrait être comme ça. Bon, on peut faire des hypothèses si on veut, mais ça n'a rien à voir. Donc du coup, ça m'intéresse pas.
Bon, Bah, là, c'était pas, si je peux me permettre, là, c'était pas vraiment pour dire que ça fonctionnait comme le cerveau. Ouais. C'était juste une manière, en fait, d'essayer d'explorer le fonctionnement donc de Sonnet, de Claude Sonnet, euh, au niveau, disons, cellulaire, hein, je dirais. C'est-à-dire, c'était de faire une sorte d'imagerie médicale pour essayer de voir qu'est-ce qui s'active, quelle structure s'active sur certains trucs, quoi. Et pour essayer justement d'interpréter le fonctionnement, de voir un petit peu comment ça fonctionne de manière fine, hein, parce qu'évidemment, on dit toujours c'est des espèces de boîtes noires. Bon, bah voilà, chez Anthropic, ils essayent effectivement depuis un petit moment d'ouvrir la boîte noire et de voir, de décortiquer un petit peu ce qui se passe. Et effectivement, quand on arrive à comprendre, on arrive aussi quelque part à contrôler. Et justement, ils arrivaient à forcer l'activation de certaines structures et ça conditionnait certains comportements. Ce qui veut dire que on peut potentiellement aussi manipuler les IA en faisant des espèces d'opérations comme ça, un petit peu chirurgicales quoi dessus. Et donc c'était plutôt ça que juste parce qu'effectivement je suis d'accord, hein, je veux dire, évidemment un cerveau humain et la LEM ça n'a strictement rien à voir. Hein, c'est c'est vrai qu'il y a Mais tu vois, Vas-y. tu vois, Guillaume, même quand on dit ça, le truc, c'est on utilise du vocabulaire Ouais. biologique Oui, c'est vrai, pour illustrer toujours. Ouais. pour illustrer ça. Et donc, si tu veux, tu fais une sorte de projection sur des dimensions plus simples de quelque chose qu'on imagine comme étant, enfin, qui est définitivement plus compliqué. Et donc, du coup, bah, tu vas faire des opérations, regarder quelles sont les zones activées. Enfin, là, si tu veux, on essaye quand même de se projeter sur quelque chose qu'on voit quand on regarde le cerveau dans certaines de ses parties et qu'on peut vraiment expliquer. Donc, quelque part, il y a quand même cette notion où on essaye de se rattraper à quelque chose qu'on croit connaître et qu'on voudrait bien pouvoir connaître encore mieux, j'ai l'impression. Ok, mais écoute, en tout cas, je me faisais la réflexion aussi, effectivement, en laissant souligner le fait que c'était pas forcément présenté comme étant, à notre sens, une analyse avec une analogie avec le cerveau humain, mais c'est vrai qu'en parlant, les choses sont tellement installées Mais dans le c'est moi, fonctionnement. hein. Mais c'est c'est moi toi, aussi, pas hein. que. Enfin, je veux C'est dire, moi qui utilise ce vocabulaire pour ouais, pas illustrer que. le truc et pour le Mm. rendre aussi accessible. Et c'est peut-être une erreur parce que Je sais effectivement, on pas. participe du fait que on anthropomorphise ces trucs, même, disons, avec juste la bonne volonté d'essayer Mm. d'illustrer ça pour que ça soit le plus Mm. compréhensible possible. C'est vrai, hein. Je pense que t'es pas le seul. Je pense que t'es très très loin d'être le seul et que quelque part c'est une restitution aussi de la manière dont ces sujets sont abordés. Enfin, c'est souvent qu'on peut consulter des articles qui ont cette orientation, ne serait-ce que dans le champ sémantique pour vulgariser le sujet. Mais bon, voilà, ça inspire un petit peu sur la manière d'appréhender le fonctionnement profond de ces modèles. Luc, on a réussi en finalement pas tant de temps que ça à épuiser la liste des sujets que moi j'avais préparés. Alors, deux choses, peut-être que toi, Guillaume, il y a des sujets sur lesquels Ouais, tu voudrais bien solliciter Luc. Et puis aussi, on peut en profiter pour solliciter aussi Luc si jamais il a des messages qu'il voudrait faire passer. D'abord, de ton côté, Guillaume, tu avais peut-être des sujets sur lesquels tu voulais le mettre sur le grill. Ah bah oui, mais moi de toute façon je suis un artiste dans l'âme, vous le savez tous. Et donc je voulais savoir comment tu voyais, si tu veux, cette explosion d'œuvres créatives, enfin donc d'œuvres artistiques, aussi bien au niveau graphique hein, avec les DALL-E, les Stable Diffusion, ou musical, puisque bon, dernièrement on a fait un épisode musical, je me suis bien amusé. Et quelle espèce de futur ça t'inspire, et qu'est-ce que ça t'inspire même en général, et puis bon évidemment est-ce que ça peut poser des problèmes aussi au niveau, tu vois, au niveau structurel ou avec. Voilà, des questions simples, faciles pour finir. Ouais, c'est des questions sympas. Mais en fait, bon, moi, tu sais, je suis toujours assez à cheval sur le vocabulaire, hein. Je vous l'avais dit la dernière fois qu'on avait parlé, enfin, ou la première fois qu'on avait parlé, je vous avais dit, hein, des trucs, quand je parle d'intelligence artificielle, je veux pas qu'on parle d'intelligence, ça me fatigue. Donc, j'aime bien plutôt parler de mon intelligence qui est augmentée par ces outils. Et donc, j'appelle ça l'intelligence augmentée. Ça me va bien mieux que l'intelligence artificielle. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Donc du coup, je pense que c'est pas ces systèmes-là, je pense qu'ils sont pas intelligents. Je sais pas ce que ça veut dire trop intelligent, mais je pense que globalement, ils sont pas intelligents. Bon, maintenant, on appelle ça intelligence artificielle, donc ça, c'est réglé. Mais là, par contre, je pense que d'un point de vue purement vocabulaire, au moins, quand on parle des intelligences artificielles génératives, je pense que là, on s'est pas trompé pour une fois de vocabulaire. C'est-à-dire qu'on appelle ça bien intelligence artificielle générative. Et on n'appelle pas ça intelligence artificielle créative.
Alors évidemment, c'est un shortcut qu'on fait souvent, c'est un raccourci qu'on fait souvent et un peu trop souvent à mon goût. Dans les médias et tout ça, on aime bien parler d'intelligence artificielle créative parce qu'on dit ça crée, ça crée, ça crée. Moi, je mets un point d'honneur tout le temps de dire ça génère. D'accord? Et donc, je considère que la partie dont on parlait au début, qui est cette partie qui est la révolution, donc la révolution d'usage, vient de ce prompt. Et pour moi, la créativité est dans le prompt. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la créativité reste du côté de l'humain. Et donc, la créativité reste du côté de l'humain, et c'est l'humain qui va faire des prompts absolument magnifiques. Quand tu vois des prompts, il y a des prompts de débiles, profonds, qui sont absolument extraordinaires. Je veux dire, tu as des trucs qui font 30 pages de prompts pour pouvoir générer des trucs fabuleux. Et donc, justement, quand on voit, et si vous vous rappelez certainement, quand on a commencé à parler d'intelligence artificielle générative, donc avec Midjourney à l'été 2022, quand il y a eu ce concours à Denver, là, le mec qui a gagné ce concours à Denver avec Midjourney, bon, il a jamais voulu vraiment expliquer quels sont les prompts qu'ils ont utilisés. Il avait utilisé un peu Photoshop et tout ça. Mais bon, sa créativité était dans la suite de prompts qu'il a utilisés pour créer son œuvre. Mmh. D'accord? Donc, c'est lui qui crée et c'est l'IA, c'est l'outil qui génère. Alors ça, je mets un point d'honneur tout le temps à dire ça. Mais pour répondre à ta question, il est évident qu'après, ces œuvres générées sont absolument magnifiques, extraordinaires, dans la qualité de ce qui est produit. D'accord? Donc, dans la qualité de ce qui est généré, ces outils sont fabuleux. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que je ne crache pas sur l'outil et je ne crache pas sur ces intelligences artificielles génératives. Mais je dis simplement que la créativité reste du côté de l'humain parce que c'est nous, quand même, à travers ces prompts qui allons décider ce qu'on veut que l'outil génère. Je vais vous donner un exemple de réfractaires, de gens qui se disaient: «Ah là là, moi je suis créatif et mon boulot va être en quelque sorte pris, va disparaître à cause de ces IA créatives». D'accord? Eh ben, ils se sont vite aperçus en fait que c'est pas vrai et c'est qui ces gens-là? C'est les designers chez nous, là, dans la boîte dans laquelle je travaille aujourd'hui, chez Renault. D'accord? Ces designers, c'est des gens définitivement créatifs. Ils font des trucs absolument fabuleux tous les jours avec Photoshop, avec même leur crayon et leur papier. Et au début, ils disaient: «Attention, moi je ne veux pas utiliser ce machin-là parce que ça va me remplacer». Mais petit à petit, en leur donnant accès à l'outil, en leur expliquant comment ça marchait et en eux voyant comment ils pouvaient l'utiliser pour, en quelque sorte, générer beaucoup plus d'idées, beaucoup plus à travers ces prompts, beaucoup plus de choses que ce qu'ils n'auraient pu faire avec un Photoshop en faisant des drafts, en faisant des brouillons sur lesquels ils auraient pu travailler avant. Là, ces IA génératives, juste avec du langage naturel, leur permettent de faire plein de trucs de débiles, des trucs qui comme ça, et ils y vont, ils itèrent, et puis petit à petit, ben, ils arrivent à la fin à créer des choses qui sont beaucoup plus qualitatives que ce qu'ils auraient pu faire sans cet outil. D'accord? Mais la créativité, encore une fois, reste de leur côté, et c'est grâce à cet outil qu'ils deviennent plus créatifs, en fait. Comme à la fin, eh ben, toutes ces IA depuis le début, elles nous rendent meilleurs dans ce qu'on a à faire. C'est pour ça que c'est une intelligence augmentée. C'est notre intelligence qui est augmentée par ces outils. C'est notre créativité qui est augmentée par ces outils. C'est donc, par définition même de l'outil, ça nous fait faire les choses mieux. Pas forcément plus vite. Oui, de temps en temps, il y a des choses qui nous permettent d'être beaucoup plus productifs et d'avoir donc une productivité augmentée. Mais il y a aussi la qualité, et c'est surtout dans la qualité qu'aujourd'hui on pousse et on montre que ces outils sont utiles. Est-ce que ce sera toujours vrai à ton sens? J'étends juste un tout petit peu la question dans le temps, en imaginant, voilà, je fais une projection peut-être un peu maladroite, où j'imagine que la proportion de contenu accessible en ligne, globalement, par l'être humain et donc pour les données d'entraînement futures, sera de plus en plus amenée par justement des intelligences artificielles aujourd'hui. Le contenu va être de plus en plus noyé dans une masse de contenu généré par intelligence artificielle, donc pas forcément à gagner en qualité. Est-ce que ce sera finalement toujours vrai? Est-ce qu'il y a un risque de pollution comme ça dans le temps des intelligences artificielles de par le contenu qui est généré? Est-ce que c'est une crainte qui est recevable selon toi? Bah, moi, je pense que la crainte, c'est que les IA se polluent elles-mêmes. Parce que, comme tu viens de dire, le problème, c'est qu'il y a quand même, globalement, il y a de la platitude, hein. Si on n'est pas, nous, créatifs dans ce qu'on demande, les réponses générées sont assez plates.
d'accord? Donc, la réalité, c'est que si elles sont assez plates et des fois fausses et des fois hallucinées, et cetera, et cetera. Donc, si on laisse les IA, générer, parce qu'elles peuvent générer beaucoup plus vite que nous, quoi que ce soit, d'accord? Si on les laisse générer les trucs, on peut très bien imaginer que demain, on va se retrouver avec des IA complètement plates et donc complètement inutiles et donc du coup, l'outil va disparaître. Donc il y a une possibilité que ça se passe comme ça. Mais moi, ce que je pense, c'est que comme l'humain, va toujours vouloir créer de nouveaux outils, plus intéressants, il va pouvoir et il va vouloir, faire en sorte de ne pas accepter cette platitude. Et donc, ce qu'on va voir et ce qu'on commence à voir d'ailleurs aujourd'hui, c'est, des gens qui, n'utilisent plus les choses générées par les IA pour entraîner les prochaines IA. Ou alors les utilisent seulement une fois qu'elles ont été checkées par les humains et donc, qu'elles ont été, décidées comme étant des choses qui sont Mmh. acceptables à mettre dans les prochains modèles. Donc, je pense que, l'IA pourrait effectivement donner quelque chose de fade à la fin, mais je pense qu'on ne l'acceptera pas parce qu'on veut que nos outils continuent à être bons. C'est marrant comme sur beaucoup de sujets, il y a vraiment une forme de pragmatisme de ta part que je retrouve quand j'écoute Guillaume-Paul Zaspala dans ses chroniques chaque semaine, parce que il y a une certaine forme de confiance dans le fonctionnement au global de l'être humain par rapport aux technologies, et une forme parfois de sarcasme et de critique qu'on peut entendre évidemment, notamment sur la consommation énergétique. Donc c'est intéressant de voir que selon les sujets, tu as un regard assez pragmatique que je rapproche beaucoup à ce que je perçois de Guillaume-Paul Zaspala. Est-ce que justement, Guillaume, tu avais un dernier sujet que tu voulais adresser avec Luc, ou est-ce que tu penses qu'on a fait? Non, non, mais je pense que, enfin, j'ai l'impression qu'on reste optimiste quand même, hein, même Ouais, si, globalement. globalement, hein, même si, voilà, même s'il y a beaucoup de réserves et beaucoup d'inquiétudes quand même, globalement, on est optimiste. Et puis, c'est quand même super sympa tous ces trucs. Attends, moi, je m'amuse Tu beaucoup, hein. m'étonnes. Bah ouais, c'est rigolo. Ça Non, mais c'est rigolo, ces outils sont, comme j'ai dit, j'ai employé des mots, fantastiques, extraordinaires et mmh, cetera. Ces outils sont fantastiques et sont extraordinaires quand on sait les utiliser. Il y a un mot sous-jacent et que j'ai peut-être déjà utilisé aujourd'hui, certainement d'ailleurs, c'est l'éducation. Il faut s'éduquer sur ces outils, il faut les comprendre. Donc il faut garder notre curiosité pour pouvoir aussi potentiellement les critiquer. D'accord? Et donc faire ce qu'on fait, ce que vous faites. C'est pour ça que j'adore j'adore ce que vous faites, comme on dit. Parce que l'honnêteté, de dire ce que c'est et ce que c'est pas. mmh. D'accord? Et ça, c'est super important. Moi, ce qui me fatigue, c'est, d'entendre, par des gens qui n'y connaissent rien, dire: «C'est fantastique, ça va me remplacer, ça va tous nous tuer», machin, tout ça. Bon, il faut arrêter. Je veux dire, on en fait ce qu'on en veut de ces outils. C'est nous qui les créons. Donc, à la fin, c'est nous qui décidons. Si on décide d'être complètement idiot et de tout arrêter, on peut le faire aussi. Mais, je veux dire, c'est définitivement pas ce qu'une frange de la population fera. Mmh. Il y aura toujours une frange de la population qui décidera de contrôler ces choses-là et de faire ce qu'on a envie d'en faire. Nous, on va continuer d'essayer d'en faire ce qu'on en a envie, en tout cas. Avant qu'on te laisse, est-ce que tu as quelque chose justement que tu voulais partager? Un coup de gueule, un coup de cœur, une remarque, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, qui te tient à cœur en ce moment, que ce soit dans le domaine de l'intelligence artificielle ou de la tech? Et bien évidemment, tu n'es pas obligé, hein, c'est pas un exercice de style imposé, Luc. Non, mais je pense qu'on a abordé quelques-uns de ces problèmes. Tu vois, moi, je suis toujours embêté quand j'entends aussi, des gens, qui sont du domaine de la tech, nous raconter n'importe quoi. Alors, je vais pas vous faire mon couplet sur Elon Musk, hein. Je pense que, vous avez pas besoin de moi pour le On en a critiquer, beaucoup moins dire que parlé le dans gars, cet il a épisode que dans notre précédent échange, effectivement. ouais, bah, je veux dire, le mec, il a pété une durite, c'est comme ça. Donc il faut faire juste attention. Moi, ce que je veux, c'est qu'on exerce tous notre esprit critique, qu'on ait un minimum de bon, vous avez compris, ça se voit quand ça s'entend quand je parle. Je suis un gars excité, je suis excité tout le temps, d'accord, sur cette technologie, j'adore ça. C'est évidemment quelque chose de fantastique. Mais cette excitation ne doit pas amener à l'aveuglement et au mensonge. C'est tout ce que je demande. Donc, continuons à exercer notre esprit critique, continuons à regarder évidemment, à étudier et à nous intéresser à ces machins-là, parce qu'on vit une époque absolument extraordinaire. Et il faut en persuader
tout le monde, et il faut les gens qui en sont pas persuadés, il faut les amener et leur faire comprendre ce que c'est et ce que c'est pas. C'est intéressant parce que malgré tout, ça relève de plus en plus, j'ai l'impression de mon côté, d'une forme de militantisme et qu'on partage, je pense, avec Tech Café, évidemment, sur les positions que tu tiens. Mais ça paraît de plus en plus compliqué. Là où aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de l'information circule, comme tu l'as dit, de par des médias qui ne sont pas forcément là pour apporter le fond. Il y en a des très bien et il y en a beaucoup aussi qui font les choses de manière très, très approximative. Là où les réseaux sociaux, par exemple, sont évidemment nourris par des enjeux d'engagement plus que de fond, exercer son esprit critique devient de plus en plus un challenge et quelque chose qui relève de la vraie conviction. Évidemment, ces derniers temps, on pourrait, comme tu as mentionné Elon Musk, on pourrait reparler de la bataille sur laquelle semble s'être investi, même ces derniers jours, Yann Lequin sur Twitter pour démonter Elon Musk. C'est très drôle au passage, allez suivre ça de temps en temps, c'est assez rigolo, mais ça devient de plus en plus nécessaire à mon sens, et ça devient de plus en plus difficile. Donc peut-être c'est un appel du pied pour nos auditeurs, parce que évidemment ça nous sert aussi, mais on croit beaucoup dans les messages qu'on porte dans Tech Café. Je pense que vous l'avez entendu de par les positions que tient Guillaume Poggiaspala, la constance des sujets qu'il aborde. Voilà, continuez à partager autour de vous les épisodes de Tech Café, faites-le connaître à votre entourage, parce que je pense que face aux algorithmes et aux plateformes médias, que je ne mets pas toutes dans le même panier, bien entendu, ça devient parfois compliqué. Ça devient, d'ailleurs, si je peux juste passer un dernier truc, ça devient d'autant plus compliqué que ces choses nous imitent de mieux en mieux. Ouais. Et qu'elles le font de manière multimodale. Enfin, je parlais la dernière fois de GPT-4o qui parlait d'une manière très très dragueuse, très émotionnelle, tout ça. C'est des choses qui, moi, m'inquiètent aussi, parce que imaginez des lycéens, quoi. Imaginez des collégiens, des lycéens. Ils parlent à quelque chose qui non seulement s'exprime normalement en français comme eux, mais qui leur parle avec une émotion. Comment les jeunes peuvent réagir à ce genre de choses, quoi. Ça peut être dangereux quand même, quasiment. Il faut comprendre que ça existe, il faut leur expliquer ce que c'est, la différence entre... Et qu'eux-mêmes, sachant que ça existe, fassent la part des choses et que potentiellement, ils sachent que c'est peut-être pas vrai le truc qui est délivré, le message qui est délivré. On va voir ça, là. Nous, on arrive aux États-Unis là, dans nos élections. Hein. Vous avez entendu que malgré le fait que Trump soit condamné peut-être bientôt là, très très fort, il va quand même se présenter. Ça va être absolument extraordinaire. Ça va être des aberrations totales avec les deepfakes et les fake news qui vont arriver, justement parce que maintenant, ces IA sont tellement faciles à utiliser par n'importe qui. Il va y avoir tellement de contenus qui vont être très très proches, qui vont être de la réalité, d'accord, que ça va être très très compliqué. Donc doutons. Hein. Il faut revenir à nos amis philosophes du siècle des Lumières. On n'a pas fini. On va continuer à douter. On va essayer de douter ensemble, parce que c'est aussi beaucoup plus fructueux et beaucoup plus sympa. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous rappeler que les appels du pied que je fais pour qu'on échange ensemble sur le serveur Discord entre vous et avec nous sont toujours valables. techcafé.fr/Discord. Et puis, vous avez aussi plein d'autres liens sur le site techcafé.fr, notamment pour nous soutenir sur la plateforme Patreon, patreon.com/techcafé. Luc, merci infiniment d'avoir accepté de passer ce petit point d'actualisation de tes positions sur l'actualité chaude de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu veux en profiter pour rappeler aux auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te retrouver si jamais ils veulent suivre un petit peu les différentes publications que tu peux faire éventuellement? Il va falloir qu'ils me cherchent aussi fortement qu'ils cherchent Guillaume. Vous utilisez les mêmes outils ou peut-être les mêmes méthodes ou les mêmes philosophies. Je laisse les auditeurs chercher à ce sujet. Guillaume, on peut te retrouver quand même, toi. Alors moi, on peut me retrouver en train de discuter avec un lama dépressif, et vous comprendrez pourquoi au prochain épisode. Merci pour cette capacité à toujours faire du teasing, quoi qu'il arrive, Guillaume. Merci infiniment d'avoir écouté cet échange. Si vous découvrez Tech Café, abonnez-vous au podcast pour être informé des futurs épisodes. On a une actualité qui arrive au moins une fois par semaine, la plupart du temps 2 fois par semaine. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de vous avoir retrouvé pour cet épisode, et je serai tout autant ravi de vous retrouver dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous et grand merci.